Alors du coup, coucou, nous c'est la Young Tech. Alors moi c'est Thibaut, je te laisse te présenter. C'est Florent. Voilà. En fait on est les deux co-gérants du studio Young Tech, qui est un studio de développement de jeux vidéo indépendant sur Strasbourg. C'est créé en mai 2017, donc il y a un tout petit peu plus qu'un an. Et nous en fait on est deux passionnés qui ont acquis de nombreuses compétences dans le domaine en autodidacte. On n'a pas fait d'études dans le milieu, donc on a un parcours un peu particulier. On aimerait partager cette expérience avec les autres, avec vous aujourd'hui. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite présentation, en fait, on va dire vite fait, puis après une grande séquence de réponses aux questions et puis de dialogue, quoi, histoire que ça soit un peu participatif et tout ça. Du coup, nous on a commencé il y a 4-5 ans à peu près à vraiment nous attaquer au développement de jeux vidéo de manière professionnelle. Ça faisait plus longtemps qu'on s'y intéressait sur notre temps libre, on va dire, en amateur, en tant que grand passionné du domaine vidéoludique, de la création et tout ça. Et on a galéré, on a eu beaucoup, on va dire, de passages un peu difficile, avec des concepts qui ne marchaient pas forcément, à se rendre compte qu'on n'avait pas forcément toutes les compétences nécessaires pour faire ce qu'on voulait. On s'est rendu compte de plein de choses au fur et à mesure, et il y a quelques illusions qu'on se faisait qui sont tombées peu à peu. Et finalement, ça nous a amené à l'année dernière, où on était sur un concept de jeu qui s'appelle Protocore, qui est maintenant le jeu qu'on développe actuellement, qui est un jeu de tir à la première personne, un FPS. Futuriste, ambiance vaisseau spatial et tout ça. Et on s'est dit que le concept était vraiment prometteur, on avait confiance là-dedans. Et là, à ce moment-là, on a décidé en gros d'investir tout simplement de nos personnes et puis aussi de l'argent pour créer une entreprise, pour commencer à avoir du monde, une équipe avec des compétences, pour cultiver ces compétences et pouvoir produire le jeu comme il se devait, quoi. À la base, on était parti sur un tout petit budget, on avait 20 000 € de budget, c'est ridicule pour un jeu vidéo. Hein. On savait qu'on n'allait pas aller bien loin, mais on tentait un peu. Et au fur et à mesure, on a gagné en confiance, on a gagné aussi des fonds, grâce à des subventions publiques, grâce à nos proches qui nous ont soutenus. Et on a pu faire plus d'embauches que ce qu'on comptait, on a pu faire grandir le projet beaucoup plus que ce qu'on voulait. En fait, à la base, on comptait sortir Protocore en 2018. Voilà, là il sortira en 2019 minimum, parce qu'on a fait grandir le projet et parce qu'on avait de plus en plus de moyens. Voilà pour en gros le parcours. Après, justement au niveau de l'acquisition des compétences, aujourd'hui en fait, on a l'avantage d'avoir beaucoup de compétences diverses. Par exemple, moi je m'étais spécialisé sur l'animation 3D et la modélisation à la base. Florent, toi c'était plus la programmation. Hein. Et on s'est rendu compte qu'avec le temps, il faut, quand vous créez un projet de manière pro, et que vous lancez vraiment une entreprise et que vous devez maîtriser, que vous devrez diriger une équipe, il faut que vous maîtrisiez au moins un tout petit peu tous les domaines auxquels ces gens-là vont toucher. Donc que ça soit le son, que ça soit par exemple les effets visuels, les shaders, les trucs comme ça, enfin les trucs un peu plus techniques auxquels on ne s'était pas forcément intéressé à la base. Mais on a dû acquérir ces compétences sur le tas grâce à l'autodidacte, grâce à beaucoup de persévérance, beaucoup de travail. Hein. Et donc c'est aussi ça qu'on essaie de vous faire partager aujourd'hui. Pour ça, j'ai besoin de savoir un peu vos profils. Toi, je sais que tu es professionnel, on va dire, dans le jeu vidéo. Hein, ça fait un moment. Je connais un peu. Juste infographiste 2D, 3D. Ok. Et animation. Ouais. Et ça fait combien de temps, par exemple, que tu évolues dans le métier? Depuis 2007. Hein. Ouais, ça fait un moment. Là, c'était plutôt la 3D. Et puis ouais. après, j'ai commencé à me mettre à la programmation en 2012. Ok. Lentement. Ok, ça marche. Et est-ce que tu as eu facile, juste pour partager un peu avec les autres qui ne sont pas forcément dans le milieu, est-ce que tu as eu facilement des débouchés? Est-ce que tu vois, dès la sortie des études, est-ce que tu as trouvé des emplois? Ah non, je pense que tu galères. Je suis autodidacte et voilà, ok, donc tu es sur le même plan que nous. Je suis pas trop de com, je fais vraiment pas trop de com parce qu'avant j'ai fait de la peinture, de la sculpture en tant qu'artiste et là j'étais encore moins bon en com. Ok, tu es donc un passionné de développement de jeux vidéo. Voilà. Qui s'est intéressé en autodidacte à l'animation, enfin à la modélisation pardon, et à la programmation. Ouais, mais la modélisation, j'ai commencé en 92 sur 3DS, 3D Studio 099. Ok, ça roule. Donc c'était il y a très longtemps. Ouais. Tout ce qui évolue, ça va. T'as un vieux routard. Ok, ça roule. Et du coup, pour le reste,
dis-moi un peu, est-ce que tu es étudiante, est-ce que tu es juste intéressée Je suis ingénieur valideur. Ok. Donc je fais de la qualité, mais pas du tout de même jeu vidéo, logiciel en entreprise. Ouais. Mais c'est toujours un truc que j'aurais bien voulu faire aussi. Ok, donc tu Je suis assez t'intéresses. admiratif du projet. Ok, cool. Tu t'intéresses du coup à la création vidéoludique, tu as fait des études dans l'informatique? Non, très peu. Très peu. Ok, donc tu as acquis beaucoup de compétences en autodidacte également? Non, je suis pas non plus. Ouais, ok, d'accord. Beaucoup d'expérience dans le domaine professionnel? Bah, du coup, un peu plus. Ouais. Mais c'est surtout sur toute la partie test en fait. Ouais. Mais du coup, tu as dû acquérir tes compétences quand même. C'est toujours un truc, j'ai un ami qui programme aussi, on s'est toujours mis un truc en tête, moi au scénar et lui à la programmation. On verra un jour si ça fait les choses, mais ok, ça donc a toujours été un projet quelque part. T'as un projet quelque part de création de jeu. Ah ouais, ok, cool. Bon bah du coup, imaginons justement que tu veuilles créer ton jeu. Quels vont être, on va dire, tu vas avoir besoin de compétences pour ça. Tu disais par exemple, toi tu vas te mettre plutôt sur le côté scénario et Test aussi, mais... oui, test aussi. Donc aussi finalement de la programmation. Tout l'aspect technique, mais du coup tu as un pote qui va faire la programmation aussi de son côté. Donc vous savez déjà quel genre de jeu ça va être? On était parti sur le roguelike pour l'instant, mais c'était tellement lointain que... Ok. Et comment vous allez acquérir ces compétences? Comment en fait vous imaginez acquérir les compétences un peu qui vous manquent, parce qu'il vous manque forcément des compétences quelque part? Bah, ça a toujours été l'idée de se faire de la débrouille, parce que autodidacte. Ça reste assez compliqué de monter quelque chose, donc c'est pour ça que je trouve ça vachement intéressant de réussir à monter, de trouver des fonds et à monter une grosse équipe, quoi. C'est plutôt sympa. Ok. Et après, c'est de monter les compétences à partir du moment où tu as choisi quel moteur tu vas utiliser, les bases du gameplay vont guider ce que tu vas améliorer comme compétence derrière. Ok, ça roule. Écoute, du coup on va parler un peu plus, histoire d'aller, vu que vous êtes tous les deux, on va essayer de parler un peu sur ce qui vous intéresse éventuellement. Toi finalement ce qui t'intéresse c'est peut-être de savoir aussi comment on a monté le projet, et pour faire éventuellement quelque chose dans le genre, ou c'est juste par curiosité Si, j'ai participé à quelques game jam, ouais. Et j'ai aussi l'idée de faire, on va dire, commencer par un petit jeu. Ouais. Et après on verra bien ce que ça. Tout seul? T'as un projet tout seul pour l'instant? Je suis en train de bosser avec un copain d'enfance, donc lui il fait le graphisme, je le laisse faire le graphisme, et un peu le game design aussi. Ok. Et donc, mais sinon je vais le faire tout seul, mon prochain, parce que j'aurai moins de problèmes. Ok, ça. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on fasse, on va dire en fait selon notre expérience, toujours c'est selon notre expérience, selon ce que nous on a vécu. Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir développer notre jeu? Moi, plutôt sur le côté gestion de projet, monter vraiment un projet, créer l'entreprise de manière pratique, et puis aussi chercher des fonds, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, l'argent dans le jeu vidéo, ça coûte cher un jeu. Et puis après, Florent, justement, peut-être plus sur l'aspect technique, toi, essayer de voir au niveau des moteurs de jeu, au niveau des technologies utilisées, au niveau des compétences que vous allez avoir besoin pour ça. Je te passerai la main juste après. Donc du coup, nous effectivement on a créé le projet sur lequel on est, la Protocore, ça fait 2 ans qu'on est dessus. Donc comme je vous ai dit, ça fait 5 ans qu'on développait nos compétences à travers plusieurs prototypes. On s'est vite rendu compte, au départ on était persuadé de pouvoir faire un jeu à 2. On était sur la partie, enfin moi du coup sur la partie graphisme 3D, et Florent sur la partie programmation. Avec le temps, on s'est vite rendu compte que déjà il aurait fallu réduire à mort le projet de base qu'on voulait faire. À la base on voulait faire d'abord c'était un MOBA, une sorte de MOBA STR. Il n'a pas duré longtemps. Après on était sur une sorte de top-down shooter un peu roguelike, un truc comme ça. Et là c'est pareil, on a réduit parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les compétences. Toutes les compétences nécessaires. Et on n'était pas aussi déjà pas assez compétents. Et en plus, il aurait fallu beaucoup plus de monde, beaucoup plus de budget pour faire tout, pour remplir en fait tous les domaines de compétences qu'on venait de découvrir. Parce que c'était aussi un style qu'on maîtrisait pas suffisamment. Ouais. On n'avait pas assez de code dedans, pas assez de référence. C'est ça. Donc on se plaisait pas trop dedans. C'est ça. Donc déjà la première chose qu'on peut vous conseiller, qui paraît évident, mais pas forcément, parce qu'à l'époque, nous, on est un peu passé à côté, c'est que surtout si c'est un premier projet sur lequel vous vous lancez, en fait, partez sur un projet que vous maîtrisez déjà.
en tant que joueur. Un truc qui vous intéresse et dans lequel vous avez déjà une expérience de joueur. Ça, c'est super important parce que vous n'allez pas perdre du temps à chercher les codes, à maîtriser les codes que vous maîtrisez déjà un peu grâce à votre expérience de joueur. Puisque vous avez beaucoup joué à ce genre de jeu et tout ça, donc vous avez déjà ça en plus. Nous, par exemple, sur Tom No Shooter, on s'est vite rendu compte, comme a différent, qu'on ne maîtrisait pas. Il y a plein de choses, on ne savait pas ce que ça allait donner, il aurait fallu faire beaucoup plus de tests, beaucoup plus de recherche et développement que ce dont il était nécessaire. Alors qu'après, on est passé du coup sur le projet Protocore, un projet de FPS. On est des gros fans de FPS, on a passé des milliers d'heures dessus, et en particulier sur notre Zombie de Code 5, et on était vraiment parti un peu sur cette base. Et du coup, ça nous a vraiment permis de ne pas perdre beaucoup de temps à tester des trucs, à naviguer un peu à l'aveugle. On a tout de suite eu une base de gameplay qui nous plaisait et sur laquelle on se sentait confort. Parce qu'on savait ce qui marchait, on savait ce qui marchait pas. On avait plein d'idées et on pouvait tout de suite les intégrer en jeu et ça, finalement, ça marchait parce qu'on les avait déjà vus marcher ou ne pas marcher dans d'autres jeux. On avait déjà ce recul de joueur. Donc ça, c'est le premier conseil qu'on peut vous donner. C'est vraiment, pour un premier projet, faites un truc que vous maîtrisez déjà. Parce que c'est super chaud de faire un jeu vidéo. Donc si vous faites un truc que vous maîtrisez pas, mais c'est parce que vous pensez que ça va marcher, ou c'est parce que, je sais pas, il y a un moment où vous vous êtes dit, ah, ça serait cool de faire ce jeu-là, mais vous savez pas comment le faire, ou vous savez pas comment y jouer, c'est peut-être pas pour un premier projet. Ensuite, au niveau de, on va dire, de créer son projet vraiment, il y a un stade où vous allez expérimenter. Ce que on vous conseille, c'est de faire des petits projets, genre des game jams. C'est vraiment un truc qui peut être très important, surtout si, par exemple, toi avec ton ami, peut-être tu en as déjà fait, c'est quelque chose qui va permettre de mettre une synergie d'équipe déjà, entre vous. Si vous êtes plus, c'est encore mieux de le faire. Parce que du coup, vous allez commencer à avoir l'habitude de travailler ensemble. Sur des périodes de rush en plus. Et du coup, là, vous allez trouver pas mal de choses, pas mal on va dire, de zones d'ombre au niveau de vos compétences. Genre, ah merde, ça, on sait pas faire ça. Parce que dans des game jams, vous allez devoir faire un prototype de A à Z en général. Un tout petit jeu, mais de A à Z. Et là, vous allez découvrir, par exemple, la composition sonore. Vous allez découvrir les effets visuels. Vous allez découvrir en fait plein de trucs qui composent un jeu, qui sont super importants et que vous n'allez sûrement pas savoir faire. Et ça, comme ça vous permet d'avoir une sorte de liste de compétences qui vous manquent et celles que vous avez. Un peu les points faibles et les points forts. C'est important pour savoir ce dont vous avez besoin en fait pour pouvoir créer le jeu que vous voulez faire. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Ok, donc du coup, essayez d'expérimenter, tester, ne pas avoir peur de l'échec. Quand vous ne réussissez pas un projet, c'est pas grave, c'est que vous n'êtes pas prêt pour ce projet-là. Essayez de le réduire, essayez de le revoir, essayez de passer à un autre projet éventuellement, mais surtout n'ayez pas peur de l'échec. L'autodidacte, pour moi, c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre des compétences de jeux vidéo, parce que vous allez direct aller à l'essentiel. Si vous passez par des études ou des formations courtes ou des trucs comme ça, vous allez apprendre des choses génériques, qui ne vont pas forcément vous servir pour votre projet. Alors que l'autodidacte, c'est direct dans le vif du sujet, c'est presque de l'expérience pro. Mais ça demande beaucoup de temps, ça demande d'expérimenter, et ça demande de se prendre parfois des trucs en plein dans la gueule, en mode « Ah merde, on n'arrive pas à faire ça ». C'est pas grave. Là, vous avez appris et vous pouvez revoir votre chose. Vous allez avoir besoin d'expérience, forcément. Parce que quand vous faites un projet, enfin, nous, on n'a même pas 5 ans d'expérience, c'est rien. Donc, comme je vous dis, prenez pas non plus ce qu'on dit comme acquis. Mais on sait que quand vous allez vous lancer, au début, en fait, il y a plein de choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et vous allez peut-être vous ramasser, mais c'est pas grave. Comptez en gros entre, on va dire, 2 et 3 ans d'apprentissage. Rien que d'apprentissage, avant vraiment d'avoir éventuellement un projet dans lequel vous pourrez avoir assez confiance pour investir. N'investissez pas tout de suite. Ne vous disiez pas que vous allez créer une entreprise, que vous allez embaucher des gens, alors que votre projet n'est même pas, en fait, vous n'avez pas, par exemple, de prototype. Ce qui est bien, c'est d'avoir déjà un proto de votre jeu et sur lequel vous dites « Ok, là, il y a vraiment du potentiel, on maîtrise le truc, on voit comment il va évoluer, on sait à tel moment on pourra éventuellement le sortir, on sait ce qu'on va mettre dedans et tout ça. » À ce moment-là, vous pourrez éventuellement vous dire « Ok, là, on sort un peu de la débrouille, on sort de l'autodidacte vraiment, et on va passer en côté pro, on va mettre de la thune dans le projet, on va créer une entreprise, on va monter vraiment officiellement le projet, et là, vous allez pouvoir commencer à chercher des fonds. » Donc là, j'y vais. Créer une entreprise, déjà, c'est pas obligatoire. Il faut savoir que ça va en fait vous permettre d'embaucher des gens en général. Si vous n'avez personne à embaucher, ça peut arriver. Si vous avez un tout petit jeu, vous pouvez le faire tout seul ou à deux. Créez pas d'entreprise. Ça sert à rien, c'est des coûts supplémentaires. C'est beaucoup de choses qui vont vous mettre
un peu dans la merde au niveau, par exemple, comptabilité, au niveau administration. Il y a plein de compétences que vous imaginez pas. Vous allez devoir apprendre sur le tas, ça va vous retarder. Donc l'entreprise, c'est quelque chose d'assez lourd. Faut bien le prendre en compte. Faut pas en avoir peur non plus. C'est un truc par lequel il faut passer si vous voulez embaucher ou si vous voulez rechercher vraiment des fonds. Les premiers fonds sur lesquels vous devez plancher et sur lesquels vous devez compter, c'est vos fonds propres. C'est vous, ce que vous pouvez amener dans le projet. Parce que, pour deux raisons. Déjà, c'est des fonds sur lesquels vous êtes sûr de pouvoir compter. C'est pas une subvention que vous pourrez peut-être toucher dans un an, mais vous ne savez pas. Ces fonds, ils sont là. Donc vous savez que votre réseau, elle attend. Par exemple, nous, nos 20 000 euros au départ, c'était des fonds propres. On les a mis dans le projet, on savait que ces 20 000 euros allaient être utilisés là, là, là et là pour embaucher. Au début, on voulait un concept artiste parce qu'on avait du mal, surtout la partie conceptuelle, direction artistique de notre jeu. On voulait aussi un sound designer parce qu'on n'avait pas assez de compétences là-dedans et on voulait vraiment une bonne bande son, on va dire. Donc tout ça, on savait où ça allait aller. Aussi, vos fonds propres, ensuite, si vous comptez chercher des fonds, tous les fonds que vous allez chercher, toutes les subventions que vous allez trouver, ou les emprunts ou les trucs comme ça va être en fonction d'un pourcentage de vos fonds propres, tout le temps. En fait, par exemple, vous cherchez une subvention, la plupart des subventions, ça va être, vous allez par exemple dire, bon bah là, je vais parler un peu chiffres, hein, mais c'est vraiment pour que vous compreniez, je ne vais pas essayer de vous assommer avec ça. C'est par exemple, on a 10 000 de fonds propres, on veut trouver 20 000 euros au total. Vous allez essayer de trouver du coup une subvention qui va financer 50% de votre, on va dire, de votre projet, et donc du coup qui va donner les 10 000 euros restants. Mais si vous venez du coup au programme de subvention, vous mettez un budget de 20 000 euros sur la table et vous dites bah voilà, je veux que ça soit complètement subventionné publiquement, les gens, la plupart des subventions ne font pas ça. La plupart des subventions, c'est un pourcentage du budget. Donc là aussi, si par exemple, si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est peut-être qu'il vous manque des compétences en gestion de projet, en comptabilité. C'est des choses importantes. C'est des choses qui peuvent paraître chiantes, mais c'est vraiment des choses importantes si vous voulez vous lancer professionnellement. Après, pour tout ce qui est toute la partie, je vous ai dit, expérimentation, autodidacte, apprentissage, ça vous en foutez. Vous pouvez aller créer des projets, créer des jeux, faites des game jams, tout ce que vous voulez. Mais après, si vous voulez lancer professionnellement votre jeu, peut-être le vendre, enfin, sûrement le vendre, hein, forcément, bah là, il faut des compétences. Il faut des compétences en comptabilité, en gestion de projet, faire ce qu'on appelle par exemple des business plans, donc qui va vous permettre d'avoir tout le déroulement de votre projet, avec ses postes de dépenses, avec comment on va financer le jeu, comment on va faire tout ça. Donc ça, c'est des compétences, si vous ne les avez pas, faites par exemple des formations courtes, parce que c'est aussi un truc qui est peut-être un peu chaud et un peu inutile d'avoir en autodidacte. Donc ça, je vous conseille de faire plutôt des formations courtes, par exemple dans des incubateurs, dans des associations à initiative économique, ça existe. Vous rapprochez éventuellement de Pôle emploi. Moi, c'est ce qui m'était arrivé. Je ne sais pas si ça marche pour tout le monde, hein, parce que parfois Pôle emploi, c'est un peu hasardeux. Donc du coup, en tout cas, formez-vous vraiment à la gestion de projet, juste à la création de créer un projet qui est viable économiquement et tout ça, sur le côté budget, administration. Ok, je termine vite fait, après on passera au côté un peu plus technique. Du coup, une fois que vous avez éventuellement décidé de créer votre entreprise ou pas, que vous avez décidé de ok, on aura besoin de telle personne, telle poste de compétences, là vous allez avoir un budget normalement qui sera sûrement bien au-delà de vos fonds propres et vous allez dire merde, comment je vais financer ça. À ce moment-là, sachez qu'il y a plein de subventions qui existent en France. Il y a plein de subventions au niveau de par exemple de la BPI qui est la banque publique à l'investissement. Qui finance souvent l'innovation et souvent le numérique. Dans le jeu vidéo, on touche un peu les deux domaines. On est dans l'innovation, on est dans le numérique. Vous avez aussi le fonds d'aide aux jeux vidéo délivré par le CNC. Alors ça, je vous conseille de ne pas trop compter dessus parce que ça finance souvent plutôt déjà des gros montants. Si vous demandez 5 000 euros, ça vaut presque pas le coup de monter le dossier parce que le dossier met 2-3 mois à se monter. Les fonds, vous allez avoir 75% des fonds débloqués au bout de 6 mois, puis après le reste à la fin du projet quand le jeu sortira. Enfin, c'est un peu un bordel monstre et c'est fait plutôt pour, on va dire, déjà les entreprises avec des projets un peu, on va dire, sur un truc qui équivaut à 50 000 euros, 100 000 euros, des trucs comme ça. Là, ça peut peut-être valoir le coup. Et là, il va falloir vraiment avoir confiance en votre bonne étoile parce que j'ai l'impression que nous, on n'a pas réussi à avoir le CNC. Tout simplement parce qu'ils ne finançaient pas les entreprises subventionnées à plus de 50% par des aides publiques, ce qui était notre cas.
Mais on avait quand même monté un dossier, on s'était quand même rapproché d'eux et tout ça. On a trouvé que c'était vachement compliqué parce que en fait ils sont 2 à s'occuper de tous les dossiers de demande d'aide en France. Donc ils sont complètement débordés. Et en plus le jury, enfin là je rentre un peu dans notre expérience personnelle, c'est un peu là de l'extrapolation, mais le jury est composé de beaucoup de grands éditeurs français. En fait c'est vraiment une aide on sent que c'est une aide qui est faite pour des projets qui viennent de studios qui sont déjà bien établis depuis plusieurs années, où ça roule déjà bien, où les mecs qui peuvent se permettre de dire ouais on veut 100 000 là, on fournit un dossier artistique, donc un truc où vous présentez le jeu de manière top nickel en quelques semaines, on vous balance ça, et puis vous avez des contacts avec des gens dans le jury pour que ça se passe bien. On a l'impression que c'est ça. Ça fait vraiment un peu sphère, un peu fermée. Moi, pour commencer, je vous conseille plutôt d'aller chercher le côté de BPI, qui va être sur du financement à la start-up, c'est du financement à l'innovation, qui sont beaucoup plus ouverts et qui vont vous aider vraiment, parce qu'eux, ils veulent qu'il y ait des start-up qui se créent en France et tout ça, c'est un peu la start-up nation, voilà. On n'est pas trop là-dedans, hein. Mais il faut utiliser ce qu'il faut, voilà. Et du coup, sinon, tout simplement, vous avez aussi des subventions, hein, parfois à la personne, des aides de la part des municipalités, enfin pas des municipalités, des localités, on va dire, donc de la région, de la ville, des trucs comme ça, pour du financement, des appels à projets, pour financer un projet innovant, pour financer, là, il y a quelqu'un qui veut créer une entreprise, créer de l'emploi. En général, quand vous allez monter des dossiers de subvention dans le jeu vidéo ou ailleurs, faut vraiment prouver que vous apportez quelque chose à la société. Donc là, faut faut créer une entreprise, embaucher des gens. Ça va vraiment être sur ces critères-là. Si vous faites des embauches, si vous créez des postes, en gros, votre dossier a beaucoup plus de chances de passer. Et puis les gens vont vous prendre au sérieux, en fait. Ils vont se dire, ah ok, vous maîtrisez un peu le truc déjà. Enfin voilà, c'est du sérieux. C'est pas juste un délire comme ça. Donc n'hésitez pas en fait quand vous êtes sûr d'y aller à fond, vous avez votre budget et tout ça, vous avez créé l'entreprise, là vous savez de combien de gens vous avez besoin, machin truc, enfin là je me répète, mais vous allez envoyer tout ça dans les dossiers de demande de subvention et vous allez dire, regardez, on veut créer de l'emploi, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça, et être vraiment dans le côté dynamique, on veut avoir une entreprise qui va décoller et qui va entraîner un peu de la plus-value pour la société, que ça soit culturel, artistique, de l'emploi, que ça soit social aussi. Enfin, vous avez plein de types d'approches différents. Si par exemple vous avez un type de jeu qui est, je sais pas moi, qui va sensibiliser les gens au handicap, je donne un exemple, hein. Par exemple, là, il y a plein de subventions qui peuvent exister pour financer votre projet et qui s'intéressent aux projets justement qui sensibilisent les gens au handicap, qui ne sont pas forcément focus sur le jeu vidéo. Mais vous allez pouvoir monter un dossier et demander cette aide-là. Voilà, donc en gros pour les subventions, je résume parce que là j'ai un peu blablaté. Il faut avoir déjà votre projet qui est bien solide pour avoir monté les dossiers de subvention. Et il faut focus en gros tous les avantages que vous allez pouvoir mettre en avant par rapport à votre projet. La création d'emplois, tout ce que je viens de dire, l'apport culturel, l'apport quoi que ce soit. Si votre projet apporte quelque chose à la société, en général il l'apporte, ben voilà, vous pouvez y aller. J'ai fini avec la... De quoi ? Le financement participatif, c'est quelque chose qui a été pensé quoi ? Parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs jeux vidéo qui marchent comme ça. Alors, le financement participatif, aujourd'hui c'est vraiment surutilisé dans le domaine du jeu vidéo, comme ailleurs. Ça marche beaucoup plus, par exemple, sur les domaines de création de jeux société ou des trucs comme ça, parce que vous avez déjà quelque chose que vous pouvez envoyer, quelque chose de physique en plus que vous pouvez envoyer aux gens. Du coup, les gens en ce moment donnent beaucoup plus dans ces milieux-là plutôt que le jeu vidéo. Le jeu vidéo, ça a été un peu surutilisé. Il y a plein de projets de jeux vidéo sur Kickstarter, par exemple. Donc c'est un peu, il va falloir pousser son projet en haut de la masse. Donc c'est difficile, c'est très difficile. Et si vous avez juste un proto avec quelque chose de pas encore trop sexy, parce que vous n'avez pas les moyens pour mettre de l'argent dans la production, vous n'avez pas par exemple des super graphismes, des super trucs, parce que c'est ça en général que les gens veulent voir aussi, hein, que vous fassiez rêver, pas juste avec du texte, mais aussi avec des images, avec des trucs comme ça, ça va être très difficile pour vous. Donc pour nous, le financement participatif, c'est quelque chose que vous alliez envisager en fin de projet. C'est quelque chose, au moment où vous êtes prêt à sortir votre jeu, vous faites un financement participatif. Parce que c'est un super élément de com, donc une campagne de crowdfunding, c'est quelque chose qui se prépare pendant longtemps, ça peut tenir une communauté en haleine, ça peut faire plein de trucs super cool au niveau de la com, donc il faut le faire. Et ça va permettre de financer en fait tout ce que vous n'avez pas pu mettre dans votre jeu. Tous les trucs un peu foufou que vous vous êtes dit à un moment, ah ça serait trop cool, je sais pas moi, d'avoir cette fonctionnalité là dans notre jeu et tout ça, mais on peut pas le faire parce qu'on n'a pas les financements. Bah à ce moment-là,
Quand vous êtes prêt à sortir votre jeu, vous faites une campagne de crowdfunding et vous dites voilà, si on arrive à rassembler par exemple, je sais pas, 50 000 € de plus, on se fait cette fonctionnalité trop cool. Mais si ça marche pas, vous avez toujours votre jeu que vous pouvez quand même vendre. Voilà. Financement participatif, c'est tellement hasardeux aujourd'hui que faut pas compter dessus en début de projet. Vraiment pas. Pour nous, c'est vraiment très difficile de faire ça. Ou alors vous avez le concept de jeu que tout le monde veut voir, un espèce de simulateur spatial avec monde dynamique, MMORPG, Star Citizen-like, et vous avez les moyens de le faire. Donc en gros, en général, c'est pas possible. Je pense pas même dans cette salle, il y a quelqu'un qui a moyen de faire ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout ce que je viens de dire? J'ai été un peu vite, hein, donc n'hésitez pas à revenir sur des points. Non, ok. Donc plus peut-être maintenant aborder le côté technique, tout ça je te laisse gérer. Ouais. Du coup sur le côté technique, ça a beaucoup changé récemment depuis quelques années, parce que moi ça fait longtemps que je m'y intéresse, et à l'époque il y avait, en fait les gros studios avaient leur moteur, et on pouvait vraiment rien voir, rien utiliser, etc. C'était extrêmement fermé. Même un shader pour faire de l'eau, etc. C'était extrêmement dur à trouver sur internet. Il y avait quelques indépendants qui le faisaient et c'était en général pas utilisable dans un jeu vidéo. Et du coup à cette époque-là, le seul moyen c'était d'utiliser des technologies open source. Ça peut toujours être une solution aujourd'hui, mais il y a quand même des gros moteurs qui sont sortis comme Unreal Engine ou Unity, et il y en a même d'autres maintenant qui sont accessibles. Parce que tu as tout un marché indé avec des développeurs indés qui marchent, quoi, ça bien marche. Et ça dépend beaucoup de votre projet, mais du coup il va falloir définir ce que vous avez besoin et qu'est-ce qu'il y a, quel choix faire parmi ces options techniques. Donc soit créer de zéro, soit utiliser un moteur qui est déjà fait, et lequel. Pour choisir ce truc-là, déjà il faut que vous définissiez bien qu'est-ce que vous avez besoin dans votre projet. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités phares? Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de performance par exemple pour gérer un grand nombre d'unités? Est-ce que vous allez afficher des environnements particuliers qui ne sont pas faciles à afficher dans tel moteur, etc. Donc décrire vraiment qu'est-ce que vous avez besoin techniquement. Ensuite, un truc qui est très important, c'est la communauté. C'est-à-dire si vous utilisez un moteur qui est certes, qui a l'air super bien, mais qu'il n'y a personne qui l'utilise, personne qui parle sur les forums, etc., c'est très dangereux. Le jour où vous avez un problème, vous avez tapé ça sur Google, rien, c'est désert. Du coup là vous êtes quasiment bloqué. Il faut que vous vous débrouillez vous-même. Donc une solution technique avec déjà beaucoup de gens qui l'utilisent, c'est génial parce que dès que vous avez un problème, il y a déjà quelqu'un qui a eu ce problème-là, il a écrit dans un forum, vous avez la solution, ça va extrêmement vite. Et ça c'est valable pour tout objet, pour toute technologie en fait dans l'informatique. S'il y a de la communauté derrière, c'est beaucoup plus fluide en fait au niveau développement. Si vous avez besoin de fonctionnalités particulières, par exemple, je sais pas, dans votre jeu, vous gérez de la peinture, vous voulez mettre de la peinture partout, c'est un fluide, etc. Il faut que vous choisissez un moteur qui est capable de faire ça. Et aussi les outils qui permettent de faire ça. Donc par exemple, il y a Sylvain juste derrière qui a cherché ce truc-là pour faire des fluides. Et il y a plusieurs solutions pour le faire, mais en général, ça utilise plusieurs outils. Donc en l'occurrence, c'est Houdini, c'est une espèce de machine à gaz qui permet de faire des effets visuels que vous allez cumuler avec Unreal Engine. Et du coup, pour faire ça, il faut savoir déjà où en est la technique, qui utilise ça déjà, et essayer de le faire finalement dans une game jam, ça pourrait être intéressant pour expérimenter le truc. Donc, un point important, c'est... Oui. Je peux te couper? Ouais. Du coup, c'est déjà du précalculé alors le Et souvent, c'est du précalculé. C'est une animation. C'est une animation qui est déjà faite et qu'on exploite. Après, pareil, si vous avez besoin de quelque chose qui n'est pas précalculé, il faut peut-être que vous cherchez un simulateur de fluide en temps réel ou que vous le construisez vous-même. Là, il faut un haut niveau technique. Donc ça, par exemple, il faut faire beaucoup de recherche et développement côté technique. Non, juste, je te coupe, recherche et développement, ça prend toujours beaucoup de temps. Et si c'est pas vous qui vous le faites, ça prend aussi beaucoup d'argent. Parce que vous avez besoin d'un haut niveau technique, donc en général un gros salaire. Ouais. Et souvent, ça peut tout simplement mener sur le fait que c'est pas possible. Donc du coup, il faut savoir rebondir dans le cas où c'est pas possible. Donc, quand vous pensez avoir une technologie intéressante, faites des game jams dessus. Ou essayez d'expérimenter avec des projets. Essayez de le pousser jusqu'au bout. C'est extrêmement dur parce que même moi, après avoir utilisé depuis plus de 2 ans Unreal Engine, il y a des trucs que je découvre encore aujourd'hui qui sont bloquants. Donc ce que je peux vous dire déjà sur les moteurs, c'est que c'est beaucoup plus simple de partir, ça dépend de votre jeu, mais sur un moteur qui existe déjà. Moi j'avais créé mon propre moteur basé sur des technologies open source, etc. C'est une vraie galère. Il faut une équipe de 50 personnes pour gérer ça. Ou sinon il faut vraiment avoir des besoins très précis qu'on met dans le moteur et il marche et on ne fait pas plus. Et dès qu'on va vouloir rajouter une fonctionnalité, il va falloir tout
tout redévelopper, c'est un peu comme réinventer la roue. Voilà. Et donc du coup dans les moteurs, ce que je peux vous dire c'est que Unreal Engine actuellement pour moi le meilleur moteur, après ça dépend de vos besoins et de ce que vous aimez faire en programmation, etc. J'ai entendu récemment par exemple des développeurs qui me disaient moi j'aime pas Unreal Engine parce qu'on doit utiliser des blueprints, c'est-à-dire du visual scripting. En gros c'est une sorte de tableau où on a des nodes qu'on link les uns aux autres, donc c'est pas vraiment des lignes de code, mais c'est la logique est la même. Et ça peut bloquer des gens, mais derrière il y a quand même une puissance professionnelle. Vous voyez les jeux qui sont faits sur Unreal Engine, quoi. Il ne faut pas vous dire que vous pourrez faire pareil, parce que eux ils utilisent Unreal Engine beaucoup plus loin que peuvent faire les indés. Tout simplement ils communiquent directement avec l'équipe de dev d'Epic Games, donc qui font Unreal Engine, et ils peuvent avoir des fonctionnalités qui sont rajoutées, ils ont modifié le moteur, etc. Mais c'est une bonne base pour eux. Le truc qui est bien aussi avec Unreal Engine, c'est que ça évolue vite. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités qui arrivent tous les 3 mois, etc. C'est vraiment cool. Après, il y a aussi Unity qui est beaucoup plus axé indépendant pour le coup, qui n'était pas énorme au début et qui a beaucoup grandi depuis. Et Unity, l'avantage c'est que vous pouvez coder en C#, donc là c'est des lignes de code, etc. C'est assez pratique. Mais c'est beaucoup moins pro derrière. Il y a plein de technologies qui sont encore qui en fait n'ont pas hérité des grands AAA et de tout ce qui en découle. Quand il y a des gros jeux qui sont faits sur Unreal Engine, la technologie ensuite elle est là, elle est disponible pour tout le monde. Sur Unity c'est moins vrai. En général les gens gardent leurs trucs ou les mettent payants et donc du coup il faut acheter des trucs à côté. Quand on utilise un moteur aussi, il y a différents modèles commerciaux dessus, c'est-à-dire que Unreal Engine par exemple ça sera à 5% à partir du moment où vous faites je ne sais plus combien de chiffre d'affaires. Quelque chose comme ça. Donc c'est 5%, c'est une sorte de royalties. Unity, il y a Unity Pro où c'est un abonnement par développeur. Je ne sais pas s'ils ont changé depuis. Je crois qu'ils ont aussi un système de royalties. Je crois que c'est le même. Ils ont changé. Ils ont changé. Il faut toujours se tenir informé de ça et de voir aussi la philosophie qui est derrière le studio. Ça c'est un truc très important. Nous on aime beaucoup Unreal Engine parce que c'est fait exprès pour faire des mods et pour faire en sorte que le jeu ait une communauté et que la communauté puisse apporter des choses au jeu. Et ça c'est vraiment quelque chose qui nous plaît parce que c'est comme ça qu'on pense avec Protocore. On veut que les joueurs, s'ils aiment Protocore et qu'ils veulent rajouter des mods dessus pour changer le gameplay, etc., ils puissent le faire. Donc ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Sur Unity, je ne sais pas si on peut faire ça. Je ne sais pas trop renseigné. Unreal Engine, est-ce que c'est pas pro 3D? Alors, Unreal Engine c'est très orienté vers la 3D, mais vous pouvez vous débrouiller avec de la 2D. Mais je pense que Unity serait plus adéquat pour un jeu 2D en général. Alors attention au phénomène d'entropie aussi, vu qu'on voit beaucoup de jeux 2D en développement sous Unity, et plus que sur Unreal Engine, parce qu'il y a beaucoup plus de jeux indés qui sont faits sous Unity. On a aussi cette impression, parce que justement on voit plein de jeux faits en 2D sous Unity. Du coup on se dit Unity c'est plus pour la 2D. Ou Unreal Engine c'est plus pour la 3D. Ce qui n'est pas forcément vrai. C'est là pour le coup il faut vraiment étudier l'outil de manière poussée. En fait l'avantage de Unreal Engine, vous faites un truc en 3D, d'un coup c'est beau, vous mettez un pub, il est beau. Dans Unity c'est pas toujours vrai. Il y a pas beaucoup de FPS sur Unity. Ouais, il y a aussi des problèmes. C'est comme disait Florence, c'est un peu moins pro quoi. Il y a des problèmes de lag de performance, des trucs comme ça. Si vous voulez faire un jeu multijoueur, je vous conseille quand même pas mal Unreal Engine parce qu'ils ont des technologies optimisées qui sont vraiment bien faites. Sur Unity, il me semble qu'il y a plus de problèmes de ce que j'ai vu. Et le multijoueur, par contre, c'est quelque chose qui demande vraiment une expertise au niveau développement technique importante parce que ça peut vite devenir. En fait, les données numériques circulent par des câbles, ça prend du temps, il y a un ping et la latence engendre énormément de problèmes dans les jeux vidéo parce que c'est du temps réel. Parce qu'il faut une réponse. Et donc du coup, on est obligé par exemple de faire en sorte que quand un joueur fait une action, on dit au serveur qu'il a fait une action, mais on fait comme si que sur son ordinateur il avait fait cette action. Alors que ça se trouve, le serveur va dire non, tu peux pas faire cette action parce qu'il y a eu un changement. Le joueur est parti, tu peux pas le tuer maintenant. Et pourtant, il y a l'animation avec les éclaboussures de son qui sont déjà arrivées parce qu'il faut faire de l'anticipation. Et ça, techniquement, c'est horrible. Il faut vraiment penser tous les cas. C'est quelque chose qu'on pense pas quand on joue à un jeu. On se dit pas il y a une communication avec une latence. Et en plus, si votre jeu est mal fait sur le point de vue multijoueur, ça va tout simplement être injouable, ça va pourrir l'expérience joueur. Donc ça c'est très important à avoir. Il faut constamment se dire quand je programme un truc, est-ce que ça va engendrer des performances, parce que dans le jeu vidéo en fait il y a tout ce qu'on fait qui peut utiliser des performances, et des fois des performances qui ne servent à rien, et c'est constamment un combat d'optimisation. Surtout quand on fait un jeu qui commence à avoir plusieurs fonctionnalités, etc. Il faut tout le temps se dire où est-ce que je peux gagner des performances, comment je peux faire un système qui économise des performances. Et du coup, en fait,
on a l'impression de coder un jeu et au bout d'un moment on se rend compte qu'on code des trucs qui servent à gagner des performances. C'est pas du jeu quoi, enfin, on n'est pas en train de faire des mécaniques de jeu. Donc c'est du technique pur. Et ça il faut y penser constamment parce que si on l'oublie, à la fin on a un jeu qui lag, c'est pas fun de jouer à un jeu qui lag. Comme par exemple pour Unity, je crois que faut que tu payes la version à 1500 €, la version pro, pour que déjà tu n'aies plus le logo Unity qui apparaît. Et ensuite, Je crois que pour Unity aussi, le nombre de joueurs, il faut payer plus. je sais pas, mais moi, en tout cas, par exemple, En fonction de la taille de le simple projet. fait de voir La taille du nombre de joueurs la- simultanés. Ah ouais, d'accord, ok. enfin, la complexité des shaders qui sont calculés à l'écran, il faut aussi la version Unity Pro, il me semble. Alors que dans Unreal, hein, t'appuies sur F5, ça. Ce modèle économique, ça sent mauvais. À partir du moment où on commence à limiter le moteur, en fait, on crée deux versions et donc deux communautés différentes et donc ils ne vont pas avoir le même problème, c'est assez dangereux de faire ça. Déjà que dans Unreal Engine, un gros avantage par exemple d'Unreal Engine, c'est qu'il y a énormément de fonctionnalités qui sont dedans. Par exemple, vous voulez faire de la musique, récemment ils ont rajouté l'éditeur de musique qui vous permet de gérer votre musique directement en jeu. Dans Unity, c'est possible que vous installiez des plugins, etc. Mais ça commence pareil à faire plein de branches, ce qui fait qu'il y a moins de cas. Il y a plus de risque de bug aussi. Ouais. Quand vous avez des plugins qui ne sont pas mis à jour et qui vont bugger avec des nouvelles versions d'Unity, entre eux, avec d'autres trucs, vous avez des bugs qui viennent parfois de plugins que vous êtes obligé d'utiliser. Et là, vous êtes un peu dans la merde. C'est l'avantage de Unreal Engine, en fait, c'est qu'il y a vraiment une expérience avec des trucs préfaits, etc. Les plugins sont beaucoup plus accessoires et en vrai, on n'en a pas vraiment besoin pour la plupart des cas. Hein. Tu peux tout faire dans Unreal Engine. Pareil, dans Unreal Engine, il y a Cascade qui est un moteur de particules qui va bientôt être remplacé par une nouvelle génération qui va s'appeler Niagara. Et en fait, moi avant, j'utilisais des technologies open source. Et sur les technologies open source, il n'y avait pas de moteur de particules. J'étais obligé d'en chercher un en open source et de le ramener. Et du coup, on se tape énormément de problèmes, etc. L'avantage de Unreal Engine, il y a vraiment tout dedans, quoi. Il y a les animations, etc. C'est extrêmement pratique d'utiliser un moteur comme ça qui gère tout un panel de domaines et rend la vie plus simple. Parce que si vous devez tout gérer en programmation, un jeu par exemple que vous faites sans moteur, vous devrez réinventer tous les outils pour gérer les animations, pour gérer les particules, etc. etc. Et évidemment, vous allez créer un monstre, quoi. Et pour le maintenir, ça va être compliqué. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur déjà ce que j'ai dit au niveau technique. Vous avez un moteur que vous utilisez Oui, on est parti sur Unity. Non, mais. Du coup, à l'idée. Non, mais là, ça faisait vachement vendeur Unreal Engine parce que si on le maîtrise mieux, ça se trouve, Unity est plus. Unity a beaucoup évolué. Donc, ouais. à force de jouer à Fortnite, on s'est quand même dit oui, ça a l'air pas mal. Faut vraiment étudier. Hein. Il y a d'autres moteurs qui existent. Il y a le CryEngine qui est passé en gratuit. Il y a un clone de CryEngine qui est sorti par Amazon. Parce que eux, ils détiennent le moteur CryEngine, mais du coup, ils ont un peu enculé Crytek en sortant le même moteur, et gratuitement, avant que Crytek le fasse. C'était triste pour Crytek. Et du coup, par exemple, c'est des deux grosses technologies qui sont accessibles gratuitement. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de communauté, et puis ça demande, c'est fait pour des professionnels. Donc du coup, vous arrivez dessus, déjà c'est moche, etc. Enfin, ça fait vraiment une boîte qui fait tout, et on comprend pas tout. En fait, il y a un énorme doc à lire, alors que Unity et Unreal, il y a des tutos. Unity et Unreal, c'est vraiment voulu pour être beaucoup plus. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'être une grosse boîte pour l'utiliser. Après, ça dépend ce que vous connaissez. Si vous avez travaillé pendant longtemps dans une boîte de programmation et vous savez lire de la doc, etc., et que ça vous parle plus qu'un tuto, c'est sûr que ça peut être préférable. Mais en fait, l'expérience sur un moteur, c'est extrêmement important. Donc si vous vous lancez dans un projet et vous avez gagné de l'expérience sur ce moteur, il faut que le moteur continue après, parce que sinon l'expérience, vous allez en fait la perdre. C'est vraiment un investissement. Il faut voir l'expérience que vous gagnez sur les logiciels comme un investissement. C'est pour ça que le choix des outils est super important. Si vous passez trop de temps sur un outil et que finalement vous trouvez qu'il y a des problèmes et tout ça, et que vous passez sur un autre, vous avez perdu beaucoup de temps. Bon, par exemple, j'ai créé un moteur donc à partir des technologies open source. J'ai développé énormément de choses dessus, et au final, il y a une Unreal Engine qui est sortie un jour, et on s'est dit, c'est de la merde. On va pas rester là-dessus. On était un peu deg, mais on était content aussi. En fait, du coup, ça m'a appris énormément de choses. C'est ça qui est important aussi, c'est que ce genre d'expérience m'a appris comment fonctionne un moteur. Et du coup, dans Unreal Engine, j'ai anticipé énormément de problèmes et j'ai vu comment ils résolvaient les problèmes. C'était une expérience quand même extrêmement importante, mais du coup, pour faire un jeu, il faut mieux prendre un truc qui est rodé au niveau du moteur. Si vous voulez vraiment créer votre moteur, il faut à peu près 15 ans, de temps libre, à plein temps, en mangeant des pâtes au ketchup.
toujours expérimenter du coup les concepts que vous avez. Des fois ça vous donne des idées en fait d'expérimenter, vous vous dites ah en fait c'est peut-être mieux comme ça et vous partez sur tout un truc. Prototyper. Dès que vous avez une idée en fait d'une fonctionnalité de game design, je sais pas, le joueur pourra faire telle chose et telle chose, vous prototypez, c'est codé n'importe comment, on s'en fiche du moment que le joueur peut faire telle chose. Après vous regardez, est-ce que au niveau jeu ça marche? Est-ce que je vais partir à une semaine à coder tout mon système là, que j'ai fait en un jour en prototypant? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça marche? Nous des fois ça nous est arrivé de s'imaginer, alors le joueur va pouvoir sélectionner dans son inventaire tout plein de trucs et bouger ses armes à cet endroit là, etc. Il s'est rendu compte que dans un FPS, si tu as des ennemis qui arrivent, etc., t'as pas de temps de non-jeu, t'as pas le temps de gérer un truc où tu déplaces, etc. Contrairement à d'autres jeux où tu as le temps. Nous dans le jeu on peut pas, donc du coup il faut prototyper extrêmement rapidement, regarder si ça marche, si ça marche pas, vous enlevez. Donc un jeu c'est beaucoup de prototypage en fait. Donc c'est très compliqué parce que vous avez des fonctionnalités qui ont été prototypées, des fois qui restent, et au bout d'un moment, un jour vous serez obligé de repasser dessus pour le faire bien, quoi. De manière à pas que ça mange des performances et que ça soit soutenable. Mais c'est comme ça qu'on construit un jeu, hein. C'est un prototype, on met brique par brique, on enlève des briques, on enlève, etc. Ouais. Surtout vous vous lancez pas trop vite du coup sur la production. Considérez qu'il va y avoir vraiment une grande part de recherche et développement dans le jeu et qu'il y a plein de trucs qui vont bouger, comme tu dis, des briques. Et si vous commencez à mettre du coup de la peinture sur ces briques, donc par exemple des modèles 3D, des modèles 2D, des trucs comme ça, enfin des sprites, des machins, quand vous allez enlever la brique, il y a tout qui va partir avec et il y aura beaucoup de travail qui sera superflu en fait, que vous allez jeter à la poubelle. Donc c'est normal de jeter du code à la poubelle, mais après commencer à jeter des éléments de production, des trucs 3D, des machins qui ont pris parfois beaucoup plus de temps, ça fait vraiment mal. Donc le faites pas. Prototypez et soyez sûr que votre fonctionnalité elle est viable dans votre jeu, au niveau game design. Parce que c'est extrêmement frustrant dans la plupart des autres métiers où on fait de la programmation. En fait, on aime bien faire un beau système, on a en fait la liste des fonctionnalités qu'on a besoin, ce qu'il faut, etc. Hop, on réfléchit, on fait un système, etc. Dans le jeu vidéo, il faut d'abord avoir validé que les fonctionnalités sont bonnes. Et du coup, il faut vraiment changer sa manière de penser et se dire ok, ce que je vais faire pour être dégagé demain. Donc il faut que je prenne pas trop de temps, que je fasse ça rapidement et voilà. Et ça m'a pris moi personnellement pas mal de temps à changer. C'était une frustration en fait de faire un truc dégueulasse pour ensuite le garder ou l'enlever. En général, on est un peu maniaque quand on programme, on essaie de faire des trucs nickel. Donc c'est assez frustrant. Ouais. Beaucoup de frustration. Un petit truc que j'ai rajouté aussi, c'est sous-estimer surtout pas du coup la durée de développement quand vous faites une fonctionnalité. Donc comme il faut rendre, vous allez la tester, donc vous allez faire de la manière dégueu. Ensuite, si vous la gardez, vous allez la faire de manière bien, enfin optimiser tout ça. Enfin même pas optimiser en fait, c'est juste bien codé en gros. Et si vous le faites en multi, vous multipliez tout ce temps que vous avez passé par 2. En général, parce qu'il faut encore tester la fonctionnalité en multi au niveau game design, ensuite développer en multi et tout ça. Et si vous voulez optimiser après, parce que vous allez avoir besoin d'optimiser certaines fonctionnalités qui prennent des performances, là vous multipliez encore, enfin vous prenez encore un tiers de temps. Donc c'est vraiment, parfois vous imaginez faire une toute petite fonctionnalité, et en fait pour la faire vraiment de manière, on va dire, définitive dans votre jeu, ça va vous prendre 3 fois plus de temps que ce que vous aviez imaginé. Ça c'est vraiment, c'est difficile à imaginer, voilà, à calculer quoi, mais il faut être réaliste. Quand vous voulez faire une fonctionnalité, imaginez que ça prenne à chaque fois 3 fois plus de temps que ce que vous pensez faire. C'est extrêmement compliqué en fait d'estimer le temps d'une fonctionnalité. Des fois ça se fait en 10 minutes, des fois on se rend compte qu'il y a un problème, il faut régler le problème, c'est un genre de problème, ça prend une semaine, et au bout d'une semaine c'est bon, on a réussi, mais on a fait tout un système pour que ça marche. Donc c'est très compliqué d'estimer, donc estimer large. Ouais, c'est vraiment ça. Toujours. Et en fait, un truc un réflexe, il faut que vous soyez curieux sur tous les aspects du moteur. Il faut que vous soyez curieux, par exemple, apprenez à utiliser les outils les profileurs, etc., qui permettent en fait de savoir comment sont utilisées les performances de votre jeu, qu'est-ce qui consomme le plus. Est-ce que c'est l'arbre qui est là, qui est beaucoup trop complexe sur la modélisation, du coup à chaque fois qu'on passe dessus, il y a une chute de FPS, etc. Il faut vraiment que vous soyez en fait attentif à tous ces indicateurs-là, et ça dépend des moteurs, il y a des technologies plus ou moins détaillées qui vous permettent en fait de savoir exactement qu'est-ce qui est utilisé. Par exemple, dans Unreal Engine, il y a vraiment le GPU, c'est-à-dire la carte graphique, combien elle est utilisée, est-ce que c'est elle qui fait laguer le jeu ou pas, enfin, est-ce que c'est son taf qui fait laguer, est-ce qu'elle est en retard sur le reste, est-ce que c'est la programmation, est-ce que c'est les appels, la communication entre le CPU et le GPU, toutes ces informations-là, il y a aussi la taille des textures, toutes ces choses-là doivent être dans votre attention en fait. Et
si vous les sous-estimez, vous aurez des gros problèmes par la suite. Donc il faut que vous soyez constamment curieux là-dessus. Et même si c'est pas, en fait, c'est ça qui est chiant, c'est que c'est pas une tâche comme ça qui se pointe. C'est à vous, de vous-même, de prendre du temps, de temps en temps, de faire une vérification de tout ce qui a été fait, de regarder si ça marche bien, etc. Est-ce que j'ai mis trop de particules? Est-ce que là, la texture est mal optimisée? Tout ça, tout ça. Et sinon, vous allez avoir des problèmes par la suite et vous allez devoir revenir en arrière, ce qui est extrêmement frustrant. Le code qui est biodégradable. Ah oui. Ça arrive souvent, vous développez une fonctionnalité, vous la laissez tranquille pendant un moment, vous continuez de développer le jeu, vous revenez, elle marche plus. Vous savez pas pourquoi. Dans un jeu, il y a tout qui communique plus ou moins, donc il suffit que vous ayez modifié quelque chose sur le personnage principal et du coup le système d'interaction devenait plus valide, etc. Donc toujours pareil, il faut savoir qu'à chaque fois que vous développez une fonctionnalité, c'est un poids en plus en fait. Quand vous allez continuer à développer votre jeu, vous allez peut-être vous rendre compte que cette fonctionnalité n'est plus compatible avec le reste. Donc il faut vraiment que vous pensiez à l'avance à ce genre de problème, quoi. Et ça c'est par l'expérience qu'on gagne, on ne peut pas vraiment faire autrement. Donc essayez de faire simple souvent, essayez de prototyper le plus loin possible. Et une fois que c'est bien prototypé, vous gardez ce que vous gardez et vous le mettez bien, quoi. Vous faites un système qui fonctionne. Le nombre de systèmes que j'ai fait et qu'on n'a pas gardé, c'est très frustrant. Mais... Il y a une montagne. Mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est aussi comme ça qu'on apprend, qu'on expérimente et qu'on fait évoluer, maturer son jeu. Comme un bon vin. Juste pour savoir, il vous reste combien de temps encore Mais je dirais 10 petites minutes. 10 minutes. Ouais, un truc comme ça. Je vais prévenir les autres. Ok, mais ouais ça va. Un truc aussi, c'est la communication entre les artistes et les développeurs. En général, il y a un truc entre les deux, c'est technical artiste. Mais dans les boîtes, dans la tech qu'on a, on n'a pas ce genre de personnes. Enfin, en fait, chacun est un peu polyvalent, donc du coup, ils ont chacun un rôle. Mais en fait, il faut aussi être clair avec les artistes du style. Moi, par exemple, pour le son, je peux l'intégrer comme ça, je peux donner telle valeur, je peux donner l'accélération de la voiture pour que toi, tu puisses faire gérer le son de manière à ce que le son tourne plus vite ou non. Toutes ces informations-là, en fait, à chaque fois, c'est lié à la programmation. Et ça, c'est assez chiant parce que vous avez votre code qui marche bien et vous rajoutez des petites branches comme ça pour aller vers tout ce qui est artistique, en fait. Donc le son, les images, tout le tralala. Et ça, il faut vraiment que vous ayez l'artiste à côté pour que vous communiquiez. Donc c'est presque lui, il ne comprend pas votre problème. Il ne comprend pas que vous n'avez pas la variable qui va pour que son son fonctionne. Donc c'est vraiment beaucoup de communication. Donc dans une équipe, c'est très important de communiquer. C'est parce qu'à chaque fois, parfois vous allez prendre plus de temps en fait exprimer ce que vous voulez que quelqu'un fasse. Vous allez prendre plus de temps du coup à exprimer cette idée que cette personne va prendre de temps à le faire. Vous allez passer plus de temps à diriger la personne en gros. Alors que si la personne avait eu directement en gros l'info, elle aura passé beaucoup moins de temps à le faire, mais vous êtes obligé de passer ce temps-là parce que les gens ne sont pas dans votre tête, quoi. C'est le principe de la direction. Et du coup, sous-estimez surtout pas aussi le travail de direction. Quand vous avez quelqu'un qui a moins de compétences que vous et qui est sur un domaine, vous allez passer beaucoup de temps à le diriger, à lui dire fais ça plutôt comme ça, non là je verrais ça plutôt ça comme ça. En fait, vous allez faire beaucoup de va-et-vient sur le truc qui est en train de développer la personne. Vous allez beaucoup la suivre. Ça va vous bouffer énormément de temps, vous, sur votre propre travail. Donc voilà, sous-estimez pas ces trucs-là. La direction, c'est très important, mais il y a aussi le fait de dire à l'avance ce qu'on veut. Par exemple, en programmation, on peut savoir que le son va être découpé de telle manière. Il faut d'abord que vous allez vers votre ingé son et vous lui dites, voilà, moi j'ai besoin que tu me fasses 3 sons, le début, le milieu qui tourne en rond et la fin. Et lui, c'est pas forcément intuitif pour lui, donc il faut vraiment que vous soyez clair et que vous lui montrez pourquoi. Et ça, il faut le faire avant, parce que s'il a déjà fait son son et que vous lui dites maintenant tu me découpes en 3, il va tirer la gueule, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de l'organisation au niveau de la direction, et c'est de bien détailler un maximum les tâches, et d'où la nécessité de connaître, de maîtriser en fait tous les aspects. Si vous voulez faire de la direction sur un sound designer, qui ne sait pas trop utiliser un moteur sonore ou comment vraiment fonctionne un jeu vidéo, passez du temps à faire du sound design vous de votre côté, comme ça vous allez pouvoir lui dire écoute, il faut que tu fasses ça. Vous n'allez pas forcément être plus compétent que lui en sound design, mais au moins vous avez on va dire une base pour le diriger. Pour lui dire écoute, je sais que ce son là, il faut plus que tu le fasses comme ça, le découper en 3 ou des trucs comme ça. Petit dernier truc là, parce que je crois qu'il y a des gens qui sont arrivés, la prochaine conférence va commencer. Je pense qu'on a oublié de parler aussi de l'importance d'avoir un lieu de travail qui n'est pas chez vous, surtout pour tout ce qui est autodidacte. En fait, ça va vraiment vous motiver. Trouver un open et space. Ça va vraiment amener une sorte de dynamique vraiment positive. Enfin, pour nous, ça a été révélateur quand on est passé de chez nous à discuter avec les gens via Discord, à diriger les gens à distance et
à un truc, à un studio physique, c'est fou comme la productivité a augmenté. Et du coup, on s'est rendu compte que même si le studio physique, bah, ça a un coût, ça a des loyers, ça a du matos, ça a quand même un sacré investissement, bah, sur le long terme, c'est vraiment plus rentable et ça va vous faire progresser beaucoup plus vite. Et ça va mettre une sorte de synergie aussi de groupe. Sur le moral, c'est Sur le moral de l'équipe, c'est vraiment on vient bien. avec plaisir, il y a des horaires, etc. Il n'y a rien qui vient en fait nous gêner dans notre travail, on est concentré, c'est vraiment mieux. Quoi. Donc ça, on vous conseille de le faire. Un petit dernier truc que je vous propose de faire, c'est éventuellement de dire, si vous avez un projet, peut-être nous le donner là, nous le décrire vite fait, et nous, avec notre expérience, vous dire en fait juste les postes dont vous allez avoir besoin. Parce que je suis sûr, on est quasiment sûr que vous avez peut-être oublié certains trucs, notamment sur les postes de direction, ou sur les postes, hein, tout ce qui est un peu chiant, genre la compta, la gestion, tout ça. Vas-y. Tu me vises. Non, pas du tout, je ne vise personne. Mais donc du coup, si vous voulez le faire, je pense que ça peut être intéressant un peu pour tout le monde, histoire que tout le monde se rende compte un peu de l'ampleur en fait qu'est un projet de jeu vidéo. Parce qu'il y a plein de domaines de compétences qu'on soupçonne parfois même pas. Donc, est-ce que vous voulez le faire quelqu'un qui se lance? Le truc est vraiment trop diffus pour moi. Ok, ça marche. Mais j'avais une autre question aussi. Vas-y. Bah, tout simplement sur tout ce qui est test, parce que tu disais, dès qu'on utilise une fonctionnalité, on se rend compte que celle-là, le bout ne marche plus. Comment vous en rendez compte? Vous faites des tests unitaires à chaque fois, ou c'est des tests globaux? On ne peut pas se permettre de faire des tests unitaires, parce que bon, je suis le seul développeur et ça me prendrait du temps de le faire. Mais comment on s'en rend compte? Notre jeu, en fait, ça va, il n'est pas trop étalé, donc on n'a pas de problème trop là-dessus. On a un jeu où on touche quasiment toutes les compétences dès qu'on lance une partie en fait. Toutes les compétences, pardon. Toutes les fonctionnalités. Donc on n'a pas trop ce problème-là. On s'en rend compte assez rapidement et on fait avec quoi, tout simplement. C'est vrai que du coup, si tu as un jeu qui est plus étalé, avec vraiment une histoire, un truc comme ça, un cours du jeu qui est beaucoup plus long, avec des fonctionnalités qui apparaissent au fur et à mesure, là il va falloir faire des tests unitaires. Parce que là, c'est sinon même plus gameplay qui est lancé à chaque partie. Ouais. En fait, ce que tu vas essayer de faire, c'est recréer la condition de jeu sur vite fait une map test, un truc comme ça. Et essayer de voir si la fonctionnalité marche. Et les tests, c'est extrêmement important. Nous, on va bientôt augmenter justement, on va recruter quelqu'un qui va s'en occuper. Ouais. Et c'est extrêmement important en fait d'avoir des retours sur. Pour ça, c'est bien si tu es un développeur, toi tu vas t'occuper des tests. En fait, c'est vraiment beaucoup de temps les tests. C'est vrai. C'est quelque chose auquel on ne pense pas. Vous avez déjà pensé, mais peut-être vous avez oublié des trucs. On disait que le temps de développement c'est extrêmement dur à prévoir. Les tests, quand les tests reviennent et qu'il y a plein de bugs, ça rajoute du temps quoi, à chaque fois. C'est ça. Donc c'est vraiment un peu chaotique là-dessus. Peut-être d'autres questions? Je sais pas si ça peut vous rassurer, mais c'est un bloc de 5 projets pour un niveau de les fonctionnalités de base. C'est ce qu'on dit dans le jeu vidéo, quand tu penses avoir fini 98% de ton jeu, c'est qu'il te reste encore 98%. Oui, mais après, est-ce que ça vaut le coup? Le 80-20, vraiment, l'utilité de. Après, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est bien de penser ça comme ça. Ouais, c'est ça. Faut vraiment s'imaginer qu'il y a plus en fait. Être plus pessimiste que se dire en mode nous on s'est dit un peu parfois se tromper en imaginant qu'il y a plus, c'est pas grave parce qu'on va se rendre compte non en fait ça va. Par contre si on fait l'inverse là c'est catastrophique parce que putain il reste tellement de trucs à faire, je vais jamais pouvoir y arriver. Donc parfois vous allez forcément être un peu plus nous ça nous est arrivé de ne pas être pessimiste du tout sur certains trucs et de nous voiler un peu la face, mais c'est normal aussi, c'est parce qu'il faut garder la motivation. Il y a plein de désillusions qui arrivent au début en fait quand on rentre vraiment dans l'art et qu'on développe quelque chose, on se rend compte en fait ça prend un temps fou et que ce qu'on avait imaginé était beaucoup trop ambitieux, il faut réduire, il faut se concentrer sur l'essentiel, faire simple. Voilà. D'où l'importance du test, rentrer dans le concret, expérimenter, game jam, prototype, tout ça. Game jam c'est vachement. Ouais. C'est grâce à ça qu'on fait un FPS par exemple. On a fait une game jam, on s'est rendu compte que c'était vachement cool. De développer des FPS, c'était mieux que de faire du top-down shooter. On a jeté un an de boulot à la coupe. Non, parce qu'en fait. En 48 heures. Non, parce qu'on a développé plein de compétences. Et oui, c'est vrai qu'il y a des modèles 3D qu'on a enlevés, bien sûr. On a perdu des trucs. C'est pas grave. C'est jamais une perte, c'est jamais un échec, c'est toujours de l'évolution. Attention, l'expérience, c'est ce qui fait tout. Ouais. Développer votre expérience au maximum. Autre question? Non. Ok. Est-ce que vous avez trouvé des réponses justement à ce que vous vous demandiez, à ce que vous attendiez dans cette conférence? Ouais. Oui, oui. C'est bien. Tu redeviens employé du mois. Le financement, mais je crois qu'on en a déjà parlé ensemble. Ouais. Au niveau des éditeurs, en fait, à quel moment vous
lancer. Ah oui, les éditeurs, avoir effectivement. Un éditeur dire ouais, bah, Oui. Square Enix a envie de mettre des Il y a énormément de jeux indépendants qui tiennent la route grâce à des éditeurs. Les éditeurs, il faut savoir qu'ils sont quand même assez frileux en ce moment, surtout qu'il y a plein de projets qui leur viennent dans les bras. Du coup, ils sont suroccupés à dire oui à des projets, à être sur plein de trucs en même temps. Mais si vous voulez pas trop vous casser la tête justement avec tout ce qui est business développement et que vous avez un concept qui envoie vraiment du pâté, on vous conseille de passer quand même vraiment vers un éditeur, sachant que ça prend du temps d'en trouver un. Faut compter à peu près 6 mois, le temps de vous faire repérer par un éditeur. Après, il va passer encore du temps, le temps de peut-être éventuellement s'il y a un contrat et tout ça. Donc les éditeurs, dans le jeu vidéo, c'est ce qui marche en gros le mieux si vous voulez vraiment sortir un jeu qui envoie du lourd. Après, c'est que à partir d'un certain, on va dire, degré d'importance du projet. Il y a aussi des très petits éditeurs qui qui éditent des tout petits projets, mais au bout d'un moment, ça vaut même plus la peine. Ils vont vous dire non, votre projet n'est pas assez prometteur. Donc c'est vraiment que si vous, en gros, vous imaginez, vous donnez les moyens, vous avez un concept qui envoie du lourd, vous vous dites ok, ce concept, c'est un projet assez grand, ça va sûrement intéresser un éditeur. Là, on vous conseille de commencer à faire le tour des salons, parler aux gens, faire du networking. Malheureusement, c'est le seul truc qui marche dans ces cas-là. Avoir du contact. Encore indépendant quand on a un éditeur. Alors ça dépend complètement des clauses de contrat. Pour le coup, là, on va peut-être pas parler de ça parce que nous, on passe pas par un éditeur. Et donc du coup, c'est un peu une question de valeur, de volonté personnelle, on va dire. Ça se trouve, on a totalement tort de faire ça. Du coup, on s'y est pas trop intéressé. Donc, vu que là, on parle de ce qu'on connaît, on va pas vous dire de la merde. Mais moi, perso, je sais qu'à travers les contacts que j'ai, ça dépend complètement des contrats. Il y a certains contrats où tu donnes ton âme à l'éditeur et il fait ce qu'il veut avec. C'est rare, c'est vraiment rare. Ça, c'est un cliché qu'on a un peu dans la tête, apparemment. Et il y a aussi simplement d'autres contrats où il va juste vous financer, en fait, vous donner de la thune et vous s'occuper de la distribution. La distribution, ça c'est une grande partie de votre projet. On n'en a pas parlé en fait, mais là je me rends compte qu'il y aurait peut-être encore 30 minutes de conférence, parce que souvent on s'imagine développer un jeu, mais on s'imagine pas le vendre. Et finalement, la vente c'est quand même un peu, si vous voulez survivre, c'est un nerf ailleurs, et ça va vous prendre énormément de temps, énormément de budget, parce que ça coûte cher, la distribution, donc essayer de faire connaître votre jeu et tout ça. Et ça c'est l'éditeur qui va s'en charger, en général. Donc si vous êtes purement sur le côté production, technique, développement, et que vous n'avez aucune compétence en plus dans la distribution, justement passer par un éditeur, là ça vous permet d'avoir vraiment des pros qui sont implantés dans le milieu. Oui. Une question. Il semblerait qu'en 2018, il y a quelques mois, 2-3 mois, le marché des ventes de jeux mobiles a dépassé le marché PC et console en termes de jeux. Oui, en termes de taille. Après, en termes de chiffres, de nombre de ventes. Après, faut se dire, alors, voilà. Là, il faut vraiment pas voir l'Eldorado parce que le marché mobile, c'est un truc qui a explosé il y a quelques années, puisqu'il est actuellement en train d'arriver sur PC et console au niveau du jeu indépendant. C'est un truc qui était très accessible pour les indés, justement. Et il y a eu plein de jeux qui sont sortis d'un coup. Et du coup, il y a plein de ventes qui sont arrivées d'un coup. Et du coup, il y a beaucoup de gens, beaucoup de casual gamers, des gens qui passent pas beaucoup de temps, c'est pas du tout le même public, c'est pas du tout la même utilisation du jeu vidéo, donc c'est pas forcément comparable en fait. Ouais. Et donc après, est-ce que vous comptez aussi faire une version de votre jeu pour les mobiles? Non, parce que justement, comme je te dis, c'est pas du tout la même cible. En gros, il faudrait refaire une version de notre jeu et repasser par. Là, il faudrait en gros refaire notre jeu complètement. Mais ça, il aurait simplement le design protocore. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, c'est un jeu mobile avec le skin protocore. Mais du coup, il y a énormément de travail derrière et ça ne nous intéresse pas forcément parce que plus c'est pas vraiment le public qu'on est. Donc, nous, on veut faire des jeux pour les gens des jeux qu'on aime déjà, auxquels on aime jouer. Et donc, du coup, pour des joueurs qui nous ressemblent un peu. Quoi. Des vrais jeux vidéo. Pas jugement de valeur, mais non, c'est bien le jeu mobile aussi. Ah bon? Je sais pas, peut-être, je m'en fous. Probablement. Du coup, je voulais juste vous dire un truc sur les éditeurs. Avec Flo, la dernière fois, enfin, je sais plus, il y a un an, un truc comme ça, on était tombé par exemple sur des trucs, je savais même pas que ça existait à l'époque. Ça peut peut-être intéresser des trucs comme ça. En fait, c'est pas vraiment des éditeurs, mais ça va plutôt être des sortes d'investisseurs spécialisés dans le jeu vidéo. Sorte de business angel, voilà, c'est des mots qui font mal. Et en gros, c'est juste des gens, en fait, c'est une association ou alors un groupement de gens qui ont du fric et qui vont du coup vous donner du budget en mode fais ton jeu. Ils vont voir votre projet, ils vont voir si ça leur intéresse, ils vont vous donner du budget, fais ton jeu. S'il marche,
on prend un certain pourcentage sur les ventes jusqu'à un maximum. C'est ça qui est intéressant aussi, que c'est pas non plus genre ils vont pas vous plumer, ils vont pas se faire trop de bénéfices dessus. Si ça marche pas, ben c'est pas grave, la perte est pour nous. Et ça c'est un truc que j'ai trouvé complètement what the fuck. Je sais pas du tout si ça marche parce que ça vient juste à peine de se développer un peu avec l'explosion des indés. Si ça se trouve, on va découvrir dans quelques années que c'est une grosse arnaque. Mais c'est peut-être un truc à ouais, c'est ça, à observer, se renseigner dessus. Et ça peut être une piste. Pareil, si vous avez un truc qui envoie avec un bon proto que vous pouvez montrer et qui envoie du steak. Et ouais. question, je sais pas si vous arrivez à répondre, mais à quel moment on se dit ça c'est un bon éditeur? Parce que nous on a été contacté par un éditeur. Ouais. On pense que c'est vraiment pas le bon. Pour moi, un bon éditeur, pareil, toujours pas vraiment d'expérience, donc à prendre avec des pincettes, c'est en fait un éditeur qui a déjà de l'expérience dans les jeux, en fait, en gros, qui a l'habitude d'éditer des jeux du même genre que le tien. Parce que du coup, il va connaître ta cible, il va connaître les canaux de distribution, il va connaître plein de trucs qui sont déjà là, alors que si par exemple, si tu passes par un éditeur qui a l'habitude d'éditer des jeux mobiles et qui est nouveau sur le marché PC et qui se dit ah maintenant je vais m'ouvrir au marché PC ou un truc comme ça, bah là c'est un mauvais éditeur pour toi parce qu'il va peut-être en plus, tu vas peut-être payer cher, en gros il va te prendre un pourcentage donc c'est un coût et il va pas avoir l'expérience requise. Alors que si tu passes par un éditeur qui a l'habitude d'éditer plein de jeux qui te ressemblent et tout ça, il va avoir beaucoup plus d'expérience. Pour moi c'est ça. Du coup, le mieux, est-ce que c'est pas de choper un éditeur qui a aussi certaines connaissances en développement? Par exemple, Square développe autant qu'ils éditent, Ubisoft qui édite aussi. Ça dépend de pour le coup, ça dépend de ton projet. Après, pour moi, c'est pas ça dépend du contrat que tu mets avec l'éditeur. C'est-à-dire que parfois, l'éditeur, il va développer une toute petite partie du jeu ou un truc comme ça, ou par exemple, justement, les trucs, les portages, les trucs de matchmaking, de mise en relation avec les joueurs, tout ce qui entoure ton jeu en gros. Un mode, je sais pas un mode, mais en gros, comment dire, le truc de, tu sais, le launcher de ton jeu, le fait d'avoir un site web, une plateforme de vente, le fait d'avoir des comptes utilisateurs avec des trucs qui sont liés, le fait d'avoir peut-être une item shop aussi. Parfois, il y a des éditeurs qui s'occupent de l'item shop ou des trucs comme ça, parce que c'est eux qui ramassent direct là-dessus. Et après, on vend son âme. Ça peut être à partir de là qu'on vend son âme. Donc un éditeur qui est doué en développement, c'est pas forcément important parce qu'à partir du moment où c'est vous qui vous maîtrisez votre sujet, et voilà, lui ce qu'il faut c'est qu'il soit doué en distribution. C'est qu'il ait de la thune, qu'il vous prenne pas un trop gros pourcentage, qu'il prenne pas votre âme et qu'il soit doué en distribution, qu'il va vendre votre jeu et qu'il est influent en fait. Donc du coup les gros éditeurs c'est mieux, mais les gros éditeurs ils vont prendre soit plus de trucs, ou soit ils veulent que des projets où c'est sûr que ça va être le prochain blockbuster indé, entre guillemets. Donc là, faut voilà, comme nous tous dans cette salle. Là faut y aller. Voilà, d'autres questions parce qu'ils n'ont pas l'air de venir. Mais... Ok. Ça va. Ok, ça va. C'était honnête. Bon, merci d'être venu. Ok, cool. Toi, arrête. Apéro, voilà, apéro maintenant. Non, en fait, après, il y a une conférence, du coup, une table ronde avec normalement Gilles, Zadmedia, et des gens de la Chronique du Geek, qui est une radio.